Voici le personnage principal de Monde de Gloire. Il n'a pas de prénom, mais il a une voiture, Det här är min bil. un frère Det här är min bror. et un logement qui fait des jaloux, surtout chez les jeunes car ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Et pas d'argent, pas d'appartement. Parlant d'argent, son collègue lui en doit, mais fait mine de ne pas s'en rappeler. Det är fräckt. Sauf qu'en réalité, tout ça n'est pas important. Cet homme est surtout traumatisé. Car oui, je ne vous l'ai pas dit, mais ça... C'est la première scène du court-métrage. Cette scène évoque clairement la première méthode d'extermination nazie avant la construction des chambres à gaz. La mise en scène est marquée par des plans fixes, un décor vide et des tons grisâtres. Malgré les débattus et les cris, personne ne fait rien. Certains ne regardent même pas le camion partir. Mais lui nous regarde. Il ne s'adresse pas à ses pairs dans la scène, mais à nous, spectateurs. Cela suggère une prise de recul, une lucidité que les autres personnages n'ont pas. Il est peut-être le seul à avoir conscience de l'horreur de la situation. Tous les autres personnages sont absorbés dans une routine mécanique, alors que lui semble lucide mais impuissant. Son regard nous invite à partager sa honte silencieuse. Il est à la fois acteur et témoin, pris au piège d'un monde auquel il n'adhère plus totalement. En même temps, il n'a pas vraiment la possibilité d'agir autrement. Il est obligé de se protéger parce qu'il faut bien vivre. Alors, il finit par accepter l'inacceptable. Comme le personnage, on restera tout le long hanté par ces images. C'est le prélude d'une exploration du vide existentiel et de la déshumanisation dans la société moderne. Personne n'a le droit d'avoir des émotions dans cette société. L'homme a annihilé l'homme. On le voit bien dans cette scène. Sa mère est mourante, l'émotion le submerge. Det ska du veta, lilla mamma! Mais cela ne dure pas longtemps, car il se fait juger directement par l'homme au fond. L'emprise que le monde a sur lui est si forte qu'il repousse sa mère lorsqu'elle essaye de le toucher. Son père, lui, est déjà décédé. Devant sa tombe, il pensera au fait que son père avait acheté le tombeau à l'avance pour que toute la famille soit enterrée. Il s'exclamera « Du tänkte på allt, pappa! Tu as vraiment pensé à tout, papa. » Dans ce monde, la société régit intégralement notre vie, et la mort elle-même est anticipée. Alors quel est son sens? À plusieurs reprises, le personnage semble traverser des réflexions sur l'existence. Ici, l'homme est assis chez le coiffeur. Le décor est toujours froid et statique. Livet det är bra kort ändå. Il prononce la vie est courte, d'un ton neutre, presque vide d'émotion. Il semble qu'il est englué dans un problème existentiel. Le personnage ne crie pas, ne pleure pas, ne philosophe pas. Il énonce une réalité universelle avec un ton atone, comme si même le tragique avait perdu de sa force. Cela souligne un désespoir silencieux. Une autre chose frappante est à quel point il est seul, à quel point chacun ne pense qu'à soi, dans des petites choses comme lorsque son collègue ne lui rend pas son argent. Dans ses relations aussi, je pense à cette scène où il dit que son frère est son seul véritable ami, mais tout le monde détourne le regard. Min enda riktiga vän, om man så säger. Comme s'il venait de parler d'un sujet tabou, personne ne lui répond. Il est seul. Au restaurant aussi. Il fait une crise d'angoisse, il a le visage couvert, il pense qu'il a perdu la vue, ce qui le remplit d'effroi. Je crois qu'ici, la métaphore de perdre la vue signifie qu'il ne comprend plus le monde. Il perd pied. Tout ce qui l'entoure, la bureaucratie, la guerre, les crimes qu'il rationalise, tout devient insensé. Cette cécité symbolise la dissociation morale et mentale du narrateur. Autour, personne ne compatit vraiment. Les personnages sont là, mais ils ne vivent pas vraiment. Ce sont presque des figures mortes ou vidées de sens. Cela doit être pour cette raison que tout le monde arbore un teint cadavérique et granuleux. Suite à cela, notre homme se met à pleurer, ou plus probablement à rire, on ne sait pas trop. On peut interpréter ce rire de deux façons. Un rire à la fois désespéré et soulagé. Puisqu'il est au bord de l'effondrement, le rire est une réaction hystérique. Un moyen de ne pas pleurer et de ne pas crier, et aussi une façon d'extérioriser le soulagement qu'il ressent, de ne pas être réellement aveugle. Néanmoins, je crois qu'on peut le voir comme un rire de l'absurde. Il prend conscience de l'absurdité du monde dans lequel il évolue, de sa propre passivité ou complicité. C'est un rire kafkaïen devant un système inhumain. Le lendemain, il semble aller bien. Fruktansvärt. Inte kunna se.
C'est affreux de ne plus voir. C'est vrai après tout, ne plus voir, c'est être déconnecté du vivant, du beau, du vrai. On perd ses repères existentiels en somme. Dans son cas, il les perd autant psychologiquement que physiquement. Il ne va pas bien. Il n'est pas sorti de ses hallucinations. Regardez derrière, ce souvenir. Il est là. Il continue à le hanter. Jusqu'ici, je pensais avoir tout compris de ce court-métrage, puis les dernières scènes sont arrivées. Là, il tatoue Volvo sur le front de son fils, en disant que c'est pour le préserver. Comment tatouer une marque sur le front d'un enfant pourrait préserver quoi que ce soit? Volvo est une marque suédoise emblématique, c'est donc très probablement un symbole du capitalisme. Ce qui interroge, c'est aussi comment le père déclare que, dans 10 ans, on lui enlèvera. Om 10 år tar vi bort det här. Il croit offrir une promesse d'avenir à son fils, comme s'il disait « Tu souffriras maintenant, mais plus tard tu comprendras ». Cela rappelle une forme de violence bienveillante, comme celle exercée dans des régimes autoritaires, où l'on justifie l'inhumain au nom de l'avenir ou bien de l'efficacité. Au fond, on le sent bien dans le ton de voix, que le père se console lui-même en disant cela. L'enfant est étiqueté, propriété d'une marque ou d'un système. Cependant, je trouve que cette explication est un peu trop simpliste. Face à cette scène, j'étais simplement raide et dépassée. Un peu comme lui. Il semble y avoir un sens plus grand que je n'arrivais pas à saisir. D'ailleurs, dans la prochaine scène, lui aussi va essayer de saisir un sens en buvant férocement dans cette coupe. Chez les chrétiens, le sang du Christ symbolise la communion avec le divin et la promesse du salut. Cette façon de boire comme si c'était un besoin viscéral traduit une soif désespérée de quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus signifiant dans un monde où tout n'est que violence. Même s'il ne le formule pas, son geste est celui d'un homme désespérément en quête de pardon. Son acte est instinctif, pas intellectuel. Il ne prie pas, il ne parle pas de foi, il absorbe simplement. Au même moment, il fait tomber des gouttes, et les gens autour réagissent d'une façon plutôt étrange. Ils n'ont aucune réaction au comportement du personnage, mais les gouttes qui tombent semblent déclencher quelque chose chez eux. Sans dire un mot, ils se mettent à nettoyer frénétiquement. On dirait qu'ils ressentent la nécessité mécanique de nettoyer quelque chose qui ne doit pas être laissé. Peut-être à cause de l'obsession de la propreté, de l'ordre ou de la purification, je ne sais pas. C'est un geste primitif, mais il ne semble pas pour autant que ce geste fonctionne. Il n'y a pas là de rédemption claire. Le sang du Christ est là, mais peut-être inutile ou trop tardif. Le narrateur veut croire qu'il y a quelque chose de sacré. Or, le film laisse entendre qu'il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Puisque dans l'ultime scène, le personnage semble vivre une hallucination à cause de son traumatisme. Il dit que quelqu'un crie et il se couvre les oreilles. Cela fait écho à la première scène où on peut entendre des cris provenant du camion. La disposition de ses mains me rappelle un fameux tableau, le cri d'Edvard Munch. Dans les deux cas, les personnages sont seuls face à l'angoisse. Même si le cri provient d'ailleurs, ils sont tous deux les seuls à l'entendre. Pour la dernière fois, l'homme nous regarde droit dans les yeux. Son regard à la fin du film semble nous inviter, nous spectateurs, à prendre conscience de cette réalité. Mais avec sa mise en scène glacée et ses plans fixes, Roy Andersson nous plonge dans un univers où l'indifférence domine. C'est un memento mori, un rappel impitoyable. Il est en proie à un vide existentiel. C'est une victime de la société, de ses routines froides et de ses valeurs consuméristes. Mais nous qui le jugeons, nous sommes tout autant. C'était ma perception du monde de gloire par Roy Andersson.